Bonsoir, bienvenue à Zone Libre Documentaire. C'est inquiétant. La violence à l'endroit des personnes âgées est en hausse. Elle a fait plus de 400 morts au Québec depuis 15 ans. Mais on parle surtout de violence morale dans les centres d'hébergement en particulier. C'est ce qui a forcé le gouvernement à faire enquête sur ses propres institutions après le scandale de Saint-Charles-Borromée à Montréal. Mais que se passe-t-il dans les centres privés où vivent plus de 80 000 personnes? La réalisatrice Denise Payette s'est intéressée à ce phénomène après avoir été témoin elle-même dans sa jeunesse de la violence faite à son grand-père. C'est là que mon grand-père a vécu les 15 dernières années de sa vie. Dans la cave. Quand on lui rendait visite, jamais il ne venait manger avec nous. Ça me paraissait normal. Ma grand-mère nous recevait et mon grand-père restait à la cave. Jusqu'au jour où j'ai vu ma grand-mère placer nos restants de table dans une assiette, les déposer à l'entrée de la cave et appeler Joseph, mon grand-père, pour qu'il monte les chercher. Alors là, j'ai compris que ce que vivait mon grand-père n'avait rien de normal. Ton grand-père, il était laissé pour compte. Ça, je n'ai jamais accepté ça, puis je n'ai jamais vu ça nulle part. Jamais. Ton père ne disait rien. À un moment donné, je me suis décidée. J'ai dit à ton père, c'est un être humain. Tu traites un être humain comme tu voudrais être traité, toi. Puis là, il s'est mis à pleurer. Après ça, j'en ai jamais, jamais, jamais reparlé. Ma mère, la bru de mon grand-père, a dû se taire. Peu de familles acceptent de dénoncer les abus que vivent leurs parents. Une véritable loi du silence. Les aînés préfèrent tolérer les mauvais traitements plutôt que d'avoir à les dénoncer. Car rompre le silence, c'est risquer de briser le lien familial, de causer un scandale et de subir des représailles. Rapide qu'un décongestionnaire. Ma famille était pourtant normale. Alors pourquoi mon grand-père a-t-il été traité ainsi? À cause d'une maladie? Par vengeance? Je ne l'ai jamais su. Secret de famille. À l'époque, je n'avais que 10 ans, mais cette histoire me bouleverse toujours. Aujourd'hui, en réalisant ce film, je veux savoir pourquoi des milliers de personnes âgées subissent encore des mauvais traitements. Moi, je savais que ma tante était maltraitée. Même qu'en septembre, j'y avais dit « Ma tante, viens rester chez nous. » Elle voulait pas. Ouais, c'est parce qu'on lui faisait des menaces, là. Quand elle a eu 70 ans à peu près, elle est allée vivre chez sa petite fille. Puis là, il abattait. Des claques en pleine face, il la traitait de chienne, de grosse vache. Puis quand elle sortait, elle l'enfermait dans l'appartement. C'est arrivé il y a un mois environ. Le voisin m'a appelé. Il m'a dit « Ta tante est ici. » Sa petite fille l'avait lancée sur le mur de sa chambre.
Au Québec, le Conseil des aînés estime à 80 000 le nombre de personnes âgées vivant dans des résidences privées. Ces résidences, pouvant recevoir de 9 à 150 personnes, ne font l'objet d'aucun contrôle. Aucun permis du ministère de la Santé n'est requis. En principe, les résidences privées doivent accueillir uniquement les personnes âgées autonomes ou en légère perte d'autonomie. Mon père avait fait des économies. Il y avait peut-être un 150 000 qu'il avait réussi à mettre de côté. Et il y avait une bonne pension, autour de 50 000 par année, avec les rentes du Québec, tout ça, là. Je n'étais pas un dépensier, non. Je fais pas de folie, tu sais, moi. Je ne vais pas faire de folie. Il a commencé à nous parler d'une serveuse qui travaillait au restaurant qui était annexe à la résidence. Alors, la dame en question, elle avait 47 ans au moment de sa rencontre. Mon père en avait 80 à ce moment-là. Au niveau de la famille, c'est sûr que tout le monde s'entendait pour dire que si elle pouvait y apporter du plaisir ou du bonheur, il n'y avait aucun problème. Par contre, à un moment donné, on a pu voir qu'il y avait de l'argent qui sortait. Il y a eu des montants à Interact par 200-300 $, plus qu'une fois par jour, par moment. Et après ça, il y a eu des achats, des sorties de 3 000 $ pour une bague ou un collier, des sorties de 6 000 c'est juste écrit dans la sortie transaction. On ne peut pas savoir où c'était allé. Je suis dupe, tu sais. C'est ma nature. Je suis pas... je soupçonne pas les gens des choses croches, tu sais. Les premiers 3 mois, j'ai vu 54 000 $ sortir du compte de mon père. Et ça, c'était comme clair qu'il passait pas un an au rythme où elle dépensait son argent. C'est sûr que l'énorme vulnérabilité d'une personne la met déjà à risque. Vous avez 75 ans et plus, vous avez une santé précaire, votre réseau social est plutôt faible, vous êtes dépendante d'un ou deux de vos enfants ou d'un voisin ou autre. Ces situations-là peuvent être à très haut risque. Nous, on a essayé comme famille, premièrement, de lui faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer autour de lui. Elle a immédiatement travaillé très fort à le convaincre du contraire et, en plus, derrière notre dos, de faire des démarches pour enlever nos pouvoirs à cet effet-là. Moi, j'étais mandataire de mon père. Elle l'a emmené chez le notaire pour me faire enlever. Donc, je ne pouvais plus légalement protéger mon père. Et plus tard, il est question d'une maison. Mon père a dû ouvrir un compte conjoint avec cette dame-là pour la maison. Par contre, la maison était seulement qu'à son nom à elle. Le compte conjoint, c'était pour que lui puisse y mettre de l'argent. Je m'en souviens pas tellement. C'est devenu clair qu'il était troublé au niveau de sa mémoire. On a commencé à soupçonner beaucoup l'Alzheimer aussi à ce moment-là. Ma mère a 87 ans. Elle vit seule depuis la mort de mon père. Elle est encore très active. Depuis 20 ans, elle fait du bénévolat dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée. J'ai décidé de faire du bénévolat pour me rendre utile, puis pour rendre service en même temps, pour rencontrer des gens, parce que je suis seule ici. Si je perds mon autonomie, j'accepterais, mais je trouverais ça très difficile. Au Québec, 45 000 personnes âgées en perte d'autonomie vivent dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée. Contrairement aux résidences sans permis, ces établissements sont soumis à des normes gouvernementales.
Ma mère, c'est une personne qui était toujours de bonne humeur, qui souriait toujours, qui sortait énormément. Fait que, non, c'était une personne vraiment, vraiment très active. Mais à un moment donné, je trouvais qu'il y avait une incohérence dans ce qu'elle disait. Elle avait la maladie de Alzheimer. Fait qu'ils l'ont mis sur la récepte tout de suite à ce moment-là. Elle était bien, la nourriture était très bonne. Après mon travail, moi, je finissais vers 4h, 4h30, je me rendais au centre. Je mangeais avec elle, on descendait en bas. Il y avait des activités. Ça allait bien, ça allait bien. Mais à un moment donné, on la trouvait plus confuse, elle avait de l'air plus agitée. Là, elle faisait beaucoup plus d'errance. Elle dormait plus. Fait que là, on allait vérifier auprès des préposés, de l'infirmière, comment ça se fait qu'elle agit comme ça. Là, ils nous ont dit, ah, c'est la dégradation de la maladie, c'est comme ça que ça l'évolue. Puis, ce qu'on a appris par simple hasard, ma sœur, elle est pour un examen de levure avec ma mère. En attendant, elle avait le dossier avec elle. Elle s'est mise à feuilleter le dossier. Je regarde, puis les médicaments, il y en avait que je connaissais, mais il y en avait que je connaissais pas, mais la récepte était plus dedans. Effectivement, la récepte n'était plus prescrite. Puis ça commençait à se dégrader à partir de ce moment-là. Donc là, on voulait avoir des explications. Pourquoi vous l'avez arrêté sans me le demander? J'ai dit, c'est moi qui ai le mandat d'inaptitude, là. Je veux dire, pourquoi qu'on me l'a pas... On ne m'a pas averti parce que c'est un médicament qui est crucial pour eux autres, là. Ben, elle dit, parce qu'elle dit, après 2 ans, elle dit, on les coupe, puis il n'y a aucun effet. C'est inconcevable qu'on puisse faire ça. C'est inconcevable. Là, j'ai dit, écoute bien, j'ai dit, là, tu me regardes. J'ai dit, là, je te dis, fais n'importe quoi, mais j'ai dit, ma mère va reprendre le médicament. Parce que j'ai dit, là, j'ai dit, elle chute. Le lundi, l'infirmière me rappelait pour me dire qu'il recommençait à lui donner la récepte. Là, elle a remonté un petit peu, mais... Ce qu'elle avait perdu, elle l'a perdu. Elle ne peut pas reprendre. C'est une dégradation du cerveau, donc il n'y avait aucun moyen de pouvoir reprendre ce qu'elle avait perdu. Je suis contente de le voir. Puis au mois d'août, elle a fait une chute. C'était une infirmière qui voulait lui faire une culture d'urine, étant donné qu'elle était réveillée. Elle était seule pour l'élever et ma mère n'a pas voulu se laisser faire, puis ils ont tombé toutes les deux. Puis là, elle s'est fendue la tête. C'est assez produit à 1h50 et à 2h50, elle partait pour l'hôpital. Mais moi, j'ai été avertie à 7h30 du matin. Puis là, tu sais, de 3h jusqu'à 9h, elle n'a pas eu de soins, là. Parce que c'est une personne âgée, puis c'est pas de trouble, on va l'attacher sur une table, puis on va la laisser là. Je me demande souvent ce que pouvait faire mon grand-père dans cette cave. Sans radio, sans télévision. Se sentait-il seul, délaissé? Nous sommes en campagne électorale. Radio-Canada. Moi, je suis présidente du comité des usagers dans un centre pour vieillards. Ça fait 7 ans que je suis là, puis je fais du bénévolat depuis à peu près 15 ans. On a constaté beaucoup de choses, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de négligence dans ces endroits-là. Beaucoup. Madame, ils vont me chercher, je suis plus capable d'attendre, moi. Ils ont 1 fois par semaine un bain. Puis nous, dans le centre où on est, il y a seulement 2 bains pour 3 étages. Fait que c'est pas tout le monde, puis ça prend du temps à prendre un bain. Fait que là, on les arrose. On les assit sur une chaise, puis on les arrose avec une hose. Et puis on les lave comme ça.
Fait qu'on arrose 32 personnes, tu sais. Ça va plus vite. On n'aide pas les gens qui sont pas capables de manger. Fait que là, on met le cabaret devant eux autres, puis arrangez-vous avec vos troupes, puis c'est 25 minutes. Fait que mange pas, le cabaret s'enlève après. Elle a perdu son autonomie, elle marche plus. Tu sais, on parle de 6 mois, là. On parle pas d'échelonner sur des années, là. C'est comme là, elle a toujours soif. On le dit à tous les fois. Il n'y a rien qui se fait. D'après les données de l'Association des centres de soins de longue durée au Québec, on dit qu'on répond à 70 % des besoins évalués au moment de l'admission. Il nous manque, grosso modo, 6 heures de soins par semaine en moyenne pour les personnes âgées hébergées. Donc, c'est-à-dire une journée de soins par semaine. En fait, c'est les besoins fondamentaux, là. L'hydratation, hein, s'assurer que les personnes boivent. Ce qu'on sait, c'est que 45 à 50 % des gens ont des problèmes nutritionnels, ont des problèmes d'hydratation, hein, et ont des lacunes dans l'hygiène. Et donc, chercher, madame. On va faire dans mes pilotes, là. Dans tous les centres de vieillards, là, c'est pas rien que dans celui où je travaille. C'est des couches pour sauver du temps. Ils appellent ça des couches de 15 heures, là. C'est une couche qu'ils leur mettent le matin, après qu'ils ont passé la nuit, et puis qu'ils gardent jusqu'après dîner, souvent après souper. Tu sais, j'ai même vu un monsieur, une fois, qui avait le bout du pénis, là, c'était comme un champignon, là, à force de rester dans l'urine, là. Tu sais, c'est ça qui est triste. Faut couper partout, là. Couper sur le temps, couper sur les jobs, couper sur le manger, couper partout, là. Alors, c'est ça le problème. Ces centres-là, c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire d'autres choses. Certaines résidences privées n'hésitent pas à facturer tout service en extra. Pour un bain, par exemple, on demande 9 $. Quand le résident est malade et ne peut quitter sa chambre, c'est 1,50 $ pour lui apporter son cabaret de nourriture. Des extras qui finissent par coûter cher. Ça fait longtemps que le secteur privé est entré dans le marché de la vieillesse. Le grave problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de supervision, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'évaluation. C'est laissé au marché privé. Donc, s'il vous arrive quelque chose, si vous devenez en perte d'autonomie, vous avez des pertes cognitives, là, ces gens-là sont, en guillemets, prisonniers de la bonne volonté des gens qui sont les propriétaires. Même dans nos établissements publics, on sait qu'il y a une grande présence de danger dans nos établissements publics qui sont surveillés. Il y a des professionnels présents, des infirmières, hein, des contrôleurs, des directions de ci, des directions de ça, etc. D'accord? On sait qu'il y a des grands problèmes. Il manque 6 heures de soins. Est-ce qu'on peut penser que des gens qui n'ont pas de surveillance, qui n'ont pas de contrôle, qui n'ont pas d'inspection, font mieux, franchement? C'était un centre privé, ça coûtait 3 000 $ par mois. Le personnel, tout ça, était très aimable et ma mère s'entendait très bien avec les gens. Je peux dire qu'elle était bien et elle était contente de son sort. Dans son séjour, entre 1996 et 2001, elle était malade plus qu'une fois. Donc, elle a passé une bonne année à l'hôpital. Jusqu'au moment où, là, le médecin nous a indiqué à la famille qu'elle devait trouver une solution autre que l'hôpital. Nous, on avait gardé la chambre. Alors, on a rencontré l'infirmière de l'endroit, leur demandant est-ce que vous êtes en mesure et capable de s'occuper comme il faut de ma mère, malgré son handicap puis malgré son état. Et ils ont dit oui, pas de problème, nous autres, on est capables. Elle était attachée dans sa chaise. Alors ça, on était d'accord. Mais ce qu'on n'a jamais su, c'est que la nuit, elle était attachée constamment. C'est devenu un automatisme dans les centres d'hébergement.
Dès qu'une personne est agitée, agressive, présente des risques de chute et d'errance, on lui applique une contention physique ou chimique. Au Canada, la fréquence des contentions physiques est 8 fois plus élevée qu'en Angleterre et en Suède. Une étude menée dans les établissements de soins de longue durée de la région de Trois-Rivières démontre que 85% des résidents se retrouvent attachés, à un moment ou l'autre de la journée, soit à leur lit ou à leur fauteuil gériatrique. Ma mère est morte vers minuit et demi, 1h moins quart. Vers 1h, ils l'ont trouvée. Et là, elle était comme pendue par-dessus le lit, en forme de U, là, et puis elle était vraiment penchée, qu'elle a essayé de sortir de son lit et que son estomac est resté pris là, dans le bord du lit. Donc, elle s'est étouffée. Et vers 9h, 10h, là, ils ont essayé d'appeler la famille. Et le médecin qui est venu prendre acte de la mort de ma mère a marqué mort naturelle évidente. Moi, le personnel nous a dit, écoutez, si on était à votre place, là, on ferait enquête là-dessus parce que c'est pas ça qui est arrivé. À l'enquête du coroner, le personnel a manifesté à plusieurs reprises qu'ils avaient averti l'administration qu'ils n'étaient pas en mesure de donner les services qu'il fallait et que ma mère était un cas trop lourd pour eux. Les personnels ont témoigné qu'ils n'avaient pas eu de formation. Et d'ailleurs, ils ont installé, semble-t-il, un gilet dangereux à poser la nuit et qu'on ne pouvait pas laisser les gens sans surveillance lorsqu'on posait ce type de gilet. Donc, il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. Là. Erreur de choisir ce gilet-là, l'erreur de ne pas avoir assez de surveillance, puis erreur de formation. Alors qu'on pense que nos parents sont bien protégés, cette nuit-là, en tout cas, elle ne l'était pas. La grande préoccupation qu'on a, c'est pourquoi on en utilise tant. Au nom de la sécurité, on attache. Mais est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas des aménagements physiques qui nous permettent de laisser circuler les personnes âgées, parce qu'on n'a pas assez de personnel pour vraiment travailler avec ces gens-là, ou, au pire, est-ce qu'on ne le fait pas dans un certain nombre de cas parce qu'on a peur des poursuites si jamais la personne fait une chute et qu'elle se blesse? C'était l'anniversaire de maman, le 3. Et comme c'était tous des résidents qui, la majorité, avaient toujours une certaine solitude, on avait organisé sa fête dans un salon pour inviter les résidents pour qu'elle puisse faire quand même connaissance. En passant, pour s'en aller à la cuisine, c'est qu'il y a une infirmière qui, et ça, je vous le dis textuellement, ce qu'elle m'a dit, « À quelle heure ça va finir, ça? » Il était 4h moins 20. J'ai dit, probablement vers 4h, tout va être terminé. J'ai dit, écoute, ça coûte cher, ça nous coûte à peu près 250 à 300 pièces pour faire la fête. Mais elle me répond, c'est un qu'à vous autres de ne pas faire. Fait que là, moi, je lui ai dit, je vais aller porter une plainte à la garde en chef de l'étage. Moi, tout ce que je voulais, c'est que les infirmières nous parlent juste poliment quand on s'exprime poliment. Mais là, j'ai voulu voir la garde en chef, puis quand la garde en chef est arrivée, j'ai même pas eu le temps de parler. C'était les doigts en l'air, puis les menaces, puis tout ce que vous voulez. Fait que moi, quand j'ai vu ça, pour rétablir la paix, j'ai été voir l'infirmière, je lui ai dit, je m'excuse de ce que j'ai dit. Et puis elle me répond, tasse-toi devant moi, je fais de la haute pression. On n'était pas allé là pour se chicaner puis faire du mal, là. On était allé là pour ma mère. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, ils sont ensemble. Si tu touches à une, tu touches à tout le monde pour eux autres. Faut pas faire de plainte. Une journée, je suis arrivée, il n'y avait plus de fauteuil. Il lui avait enlevé.
Fait que là, ils l'ont mis au lève-personne dans la même semaine. Ils l'ont mis aux couches. Ils l'ont empêché de marcher. Ils lui ont enlevé son linge. Ils ne voulaient plus l'habiller. Tout dans la même semaine. Fait que ma mère, elle a été du mois de mai à son décès, 9 mois qu'ils l'ont pas habillée. Ni dimanche, ni toujours en jaquette. Il existe dans la culture du soin, c'est pas québécois, c'est mondial, cet déséquilibre de pouvoir qui institue en réalité, dans le soin, la première chose, le droit de punir. Si vous ne vous conformez pas, si vous ne collaborez pas aux soins, si vous ne participez pas à la volonté de comment les choses doivent se faire, les personnes, le préposé, l'infirmière, l'infirmier, la direction de l'institution, vous montrent le doigt et vous dire, eux, là, ils ont le droit de vous punir. Ça veut dire, au départ, vous réprimandez, hein? Puis après ça, de vous priver d'un soin, de priver de nourriture, de vous isoler, de vous sanctionner, puis à la limite de vous brusquer, de vous brutaliser, de ne pas vous donner vos médicaments pour soulager votre douleur. La marque Bénéfibre. Aucun goût. On va te mettre belle, belle. On va-tu te couper les cheveux bientôt? Hein? Ça sera pas nécessaire tout de suite. Hein? Il y a des bonnes préposées. Ça, il y a des bonnes personnes qui prennent le temps de leur parler, mais il y en a trop peu. Les préposés, ils arrivent, bon, la pogne, la change, chose, et là, puis elle se débat. Mais, tu sais, c'est une agression dans sa tête, là. C'est que tu vis une agression, là, tu sais. Il manque de personnel, il manque de formation qui sache c'est quoi. Je vais sortir tes jambes du lit. Ici, au Centre 24 juin, les étudiants reçoivent une formation de 600 heures pour devenir préposés. Ça va bien? Oui. Mais c'est loin d'être la norme. En général, dans les autres centres, la formation des préposés dure entre 40 et 150 heures. La plupart du temps, ils ne reçoivent aucun cours sur le processus normal de vieillissement, ni sur la psychologie des personnes âgées. L'accent est mis sur la technique uniquement. Dans l'espace de 2 ans, mon père est passé à travers de toutes ses économies. On peut parler de 150 000. Et là, à ce moment-là, il n'y avait plus d'argent, il y avait beaucoup de dettes. La Commission des droits de la personne, dès le début, je les ai alertés. Et là, c'était d'une longueur incroyable. Il fallait qu'ils rencontrent plein de monde, qu'ils envoient des papiers, qu'ils laissent passer du temps, qu'on témoigne, tout ça. Alors, ça a pris, je pense, 2 ans avant que ça aboutisse en cours. Tout ce temps-là, mon père pas protégé. En 2003, la Commission des droits de la personne a reçu 155 demandes d'enquête. Seulement 3 dossiers ont conduit à des actions devant les tribunaux. Quand j'ai vu que sa petite fille la séquestrait, qu'elle l'isolait, je me suis dit, il faut que je sorte de là. J'ai fait au moins une vingtaine de téléphones. Mais c'est décourageant. Tout le monde se garoche la balle dans les CLSC. Finalement, j'ai abouti à l'Association des retraités. Eux autres, ils m'ont aidé. Puis ils m'ont conseillé d'aller faire une plainte à la police. Je suis allée, mais là, la police m'a dit qu'elle pouvait rien faire faute de preuves physiques. Il a fallu que ma tante se fasse battre puis qu'elle ait un rapport médical pour que finalement la police enquête. Après, ils voulaient que ma tante poursuive aux criminels. Elle a refusé. C'était bien trop compliqué pour elle. Oui, il y a le Code criminel canadien. Ça veut donc dire qu'il pourrait y avoir des poursuites à l'endroit de la personne qui maltraite la personne âgée. Maintenant, si vous me demandez si c'est vraiment appliqué, très peu. Parce qu'il faut voir, hein, quand on introduit une poursuite au criminel, on vient très souvent de casser la relation à jamais. Et donc, le Code criminel, ça reste une mesure extrême. Au procès, bon, elle a toujours maintenu que c'était des cadeaux. Et d'ailleurs, en cours, elle a crié à l'avocat de la Commission des droits de la personne. Elle lui a crié par la tête, « Écoutez-moi bien, c'était des cadeaux et j'y avais droit. C'est des cadeaux. Avez-vous compris? C'est des cadeaux. »
Ça a pris, je pense, 6 mois avant qu'on ait le résultat. Et là, on a appris qu'on avait gagné, puis qu'elle, elle devait repayer un montant de 66 000 $. Par contre, ils n'ont pas pu aller chercher, évidemment, toutes les transactions où elle dépensait son argent. Elle retourne en appel. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, finalement. C'est entre avocats que ça se passe. J'en ai pas eu de nouvelles. Le dernier plan qu'elle avait, et mon père était d'accord avec ça, tu vas vivre dans le sous-sol, et puis moi, je vais m'occuper de ta pension. C'était la dernière étape, et c'est de ça qu'on l'a protégée, finalement, et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Là. Ça a dû être difficile. Oui. En avril 2005, la Cour d'appel maintient la décision, mais elle diminue les dommages de montant de 10 000 $, ne reconnaissant pas la condamnation pour dommages punitifs. Il était habitué à ça. Il ne réagissait plus, lui. Il acceptait la condition telle qu'elle était. Finalement, mon grand-père a passé la dernière année de sa vie à l'hospice. Complètement abandonné. Sans amour. Je voulais que ma mère soit bien. Fait que là, j'étais plusieurs jours à aller voir des personnes pour défendre tout ça, là. Tout ce que les places que j'ai été, on a toujours eu tort. C'est le personnel avait raison. Il faut que vous sachiez que le responsable de plainte est quelqu'un qui travaille dans la maison et a des comptes à rendre à son patron. Donc, on repassera pour le conflit d'intérêts. Il n'y en a pas juste un peu. Ce n'est que conflit d'intérêts. Après ça, je suis allée au comité protection des malades. Je suis allée au comité protection des usagers, à la Régie régionale de la santé, puis on a terminé avec le ministre Couillard. Puis on attend encore la réponse. Vous savez, les personnes âgées, c'est ça. C'est pas important. C'est clair que l'acheminement de la plainte est encore extrêmement difficile parce que les gens croient encore, les responsables des structures, les responsables des plaintes, croient que c'est juste, ça va très bien, que c'est impossible ou que c'est arrivé une fois. Écoutez, madame, c'est la première fois que ça arrive. D'accord? Alors, cette fois-là, si c'est arrivé comme ça, là, c'est toujours la première fois. Mais quand on regarde l'incidence dans les rapports de la protectrice des usagers, on voit bien que c'est 100 fois des premières fois, là. Ce qu'il voulait, puis il nous disait toujours, ben, changez-les de résidence, changez-les de résidence. C'est juste ça qu'il y avait comme idée. La résidence, c'est le siège social. Il y en a 3 autres au Trois-Rivières qui leur appartiennent. Avec le dossier qu'ils nous ont monté, si on avait changé de résidence, c'était tout simplement changer, comme on dit souvent, 4,25 cents pour une pièce, parce que ça leur appartenait. On était catalogués au début, il n'y avait plus rien à faire. Ma première responsabilité, c'est de ne pas passer sous le tapis les abus qui sont faits dans les établissements que je gérais. Si, par malheur, ça t'arrive dans ton institution où tu dois faire des congédiements puis qui sont contestés devant les tribunaux, bien, ça coûte énormément cher. Et puis, il y a des personnes ou des situations qui font en sorte que les directeurs pourraient peut-être reculer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a aussi toute la question de la pression que le syndicat peut mettre sur ta personne. Ça, c'est pas évident, c'est loin d'être facile. Alors, à ce moment-là, il faut prendre d'autres avenues puis négocier des départs. Quand on parle de négocier un départ, bien, vous savez ce que ça veut dire. On donne des sous à quelqu'un, finalement, pour qu'elle parte. C'est pas très brillant, là, parce que, finalement, on vient récompenser quelqu'un qui a abusé, là. C'est pas brillant. Mon inquiétude à moi, c'est que cette personne-là peut marquer dans son curriculum vitae qu'elle a de l'expérience en institution auprès des personnes âgées et se faire réembaucher ailleurs et être tout aussi dangereuse. Jeudi,
Suzy a 26 ans. Même si dans les paroles, on va dire que ce sont des milieux de vie, en réalité, c'est les besoins d'organisation qui vont primer et qui vont même organiser la vie de la personne âgée. Dans la majorité des centres d'accueil publics, allez vous promener à 7h30, 8h le soir, tout le monde est couché. Et lorsqu'on sait qu'une personne âgée ne dort en moyenne que 5-6 heures, ce qui veut dire qu'à 2-3 heures du matin, cette personne-là, elle est éveillée. Or, non. Là, ce qu'on va dire, c'est que cette personne-là fait de l'errance et, s'il vous plaît, docteur, voulez-vous augmenter la dose de médication afin que cette personne-là dorme mieux? Oui, mais là, déjà, sa nuit est déjà faite. On n'est absolument pas en adéquacité entre ce que la personne vit et ce que le milieu offre. C'était le dimanche, je suis arrivée. Puis en passant devant le poste de garde, la garde en chef, elle m'a dit, votre mère, elle se lève pas aujourd'hui. J'ai dit non. Elle dit non. Fait que j'ai dit, pourquoi? Elle dit, la fièvre est très haute. Puis elle dit, sa pression est très, très haute. Fait que j'ai dit, c'est pas normal. Parce que je savais, moi, qu'elle mangeait pas, là. Fait que j'ai dit, pas normal, fais venir le médecin. Elle dit non. Je ne le fais pas venir. Elle dit, elle n'est pas la seule qui fait, elle dit, de la pression puis de la fièvre sur les tâches. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? J'avais rien à dire. Enfin, je me suis en allée dans la chambre. Puis là, quand j'ai vu ma mère, je savais que c'était fini. Je le savais. Fait que là, j'ai été revoir encore la personne. Fait que j'ai demandé la permission. J'ai dit, est-ce que je peux revenir à soir? Ben, j'ai dit, maman, c'est fini. Il n'y aura pas ben long, elle fera pas long. Puis j'ai dit, on aimerait l'accompagner jusqu'en dernier, lui serrer la main pour qu'elle n'ait pas peur pour passer de l'autre bord. La réponse qu'elle m'a faite, elle m'a dit non. Raide. Puis elle dit, on réévaluera l'état de santé de votre mère demain. Puis le lendemain matin, à 6h20, j'ai reçu un appel. Puis elle était décédée. Montrez-y, là, puis donnez-lui pas, puis demandez-y qu'elle vous donne la patte. Ah oui? Ça fait pareil, hein? L'approche Carpe Diem, c'est une approche qui mise sur les forces et les ressources des personnes. Ici, c'est chez eux. Il n'y a pas de place dans la maison où ils n'ont pas le droit d'aller. Il n'y a pas de moment de visite, par exemple. Les familles viennent quand elles le veulent. Elles peuvent venir coucher aussi. Ici, c'est le lieu de vie des gens. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu essayer de développer, qu'il y ait toujours une atmosphère, quelque chose qui bouille sur le poêle, une odeur de cuisine qui se fait, qu'il y ait toujours une ambiance, pas une ambiance entre 2 et 3, 2 après-midi par semaine, une ambiance tous les jours de la semaine, le soir, la nuit aussi. Si les gens se lèvent la nuit, l'idée, c'est pas de les ramener à nos normes à nous, puis dire non, la nuit, on dort. C'est pas ça. C'est à nous de s'ajuster. Et ça exige, de la part de l'équipe, beaucoup de souplesse, et ça exige aussi de la polyvalence. Ce qui fait que l'infirmière, elle va faire ses interventions à elle, elle va manger avec les gens, puis si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, elle ne dira pas à un autre d'y aller, c'est elle qui va y aller. Pour l'intervenant qui travaille ici, là, il y a une variété d'activités qui lui permettent de créer sa relation avec la personne, puis qui fait que son travail n'est pas déshumanisé. C'est super, ma chère enfant, regarde. Parce qu'elle va tirer. Toi, maman, comment t'aimerais vieillir? Comme je vieillis là, au jour le jour.
On ne peut pas juger de ça, puis on ne peut pas prédire ce qui va arriver, jamais. Mais ce serait bien mon désir de ne pas vous déranger trop. Là, on me dit que ma mère est un petit peu anxieuse, un peu plus anxieuse. Des groupes s'organisent pour contrer la violence faite aux personnes âgées. L'association Handicap, Vie et Dignité, par exemple, offre un service d'accompagnement juridique bénévole appelé Advocacy. Cette association soutient dans ses démarches toute personne désireuse de défendre les droits d'un aîné vulnérable. On pourrait quand même mettre une certaine pression en faisant une plainte. C'est d'avoir des yeux de gens normaux dans ces boîtes-là. Tu sais, comment ça se fait que 2 mois après être rentré, tu étais continent, mais que là, tu es devenu incontinent? Parce que c'est bien plus facile de faire un changement de couche à 6 heures pour les 22 patients qu'avoir 22 petits vieux qui ont envie à toutes les minutes différentes. Hein? Comment ça se fait? Alors, se poser la question sur « c'est-tu normal de... » Puis pas dire « ils sont vieux, c'est normal », c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. C'était terrible de voir ses yeux. On voulait dénoncer pour qu'une famille ne vive plus ce qu'on a vécu, puis que ça aille mieux pour les résidents. Parce que tu sais jamais, aujourd'hui, demain, plus tard, ça ne sera pas là. En 2004, le ministère de la Santé et des Services sociaux entreprend une tournée provinciale dans 47 centres d'hébergement et de soins longue durée afin d'évaluer la qualité des soins. La résidence où est morte la mère des enfants Simon est sur la liste. Un rapport accablant est publié. On y dénonce plusieurs pratiques qui menacent le respect des droits des résidents et leur intégrité. Des cas d'intimidation, de manque de courtoisie, de bris d'intimité et une piètre qualité de la nourriture sont relatés. Plusieurs recommandations sont émises. En tête de liste, on suggère que des moyens soient rapidement mis en place pour s'assurer qu'aucun résident, qu'aucune famille et qu'aucun membre du personnel ne subisse de représailles. Malheureusement, 6 mois plus tard, selon le Conseil de la protection des malades, la situation demeure préoccupante dans plusieurs centres visités à travers la province, même si des améliorations notables ont été apportées. Je voudrais pas vivre ça. Rien que, tu sais, t'as soif, t'as faim, t'es prêt à manger, t'as même pas d'eau, tu peux pas le demander. T'es dans ta couche, t'es couché, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que la vie t'apporte à ce moment-là? Moi, je trouve que c'est invivable. Tu sais, j'en ai pas de solution pour ça. La situation risque d'empirer car la population vieillit. Si les personnes âgées représentent un poids trop lourd pour la société alors qu'elles forment 13% de la population, qu'en sera-t-il dans une vingtaine d'années avec l'arrivée massive des baby-boomers? Les baby-boomers nous ont regardé longtemps en disant « Moi, j'ai ma petite caisse de retraite, là. J'ai mon petit pote, puis je vais m'en aller en privé. » Bien, j'ai des nouvelles pour eux autres. Hein? Parce qu'il y en a là, des cas dans lesquels on est revenu. Les gens payaient 3 000 $ par mois, correct? Puis ils étaient tapochés. À partir du moment où la dépendance va s'instaurer, tu vas passer comme tout le monde, que tu payes 3 000, que tu payes 1 000, que tu payes pas, on va tous y passer. Merci beaucoup. Bonne Aujourd'hui, ma mère fête ses 88 ans. T'attendais pas à ça. J'aimerais bien qu'elle puisse vivre et mourir comme elle a vécu, sereinement. Et c'est le souhait que je me fais aussi.